Regardez cet ensemble d'îles dans la mer Baltique. Elles s'appellent les îles Åland, la principale étant Fasta, où vivent 90% de ses 30 000 habitants. En plus de celle-ci, il y en a environ 6500 autres petites. Leur drapeau est essentiellement celui de la Suède, avec une croix nordique rouge supplémentaire. Et la plupart de ses habitants sont d'origine suédoise, parlant également le suédois comme langue, avec 85% de la population, et seulement 5% parlant le finnois. Mais malgré cela, elle fait partie de la Finlande. Il est probable que la plupart d'entre vous qui regardez, que vous soyez suédois, finlandais ou passionnés d'histoire et de géographie, le sachiez déjà. Mais l'histoire de la façon dont ces îles sont devenues la possession de la Finlande et comment cela influence leur statut unique aujourd'hui est assez intéressante. Donc, dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage à ce sujet. Tout d'abord, le nom, je n'ai pas vraiment réussi à comprendre comment le prononcer correctement. Nous n'avons pas ce petit cercle au-dessus du A dans les langues latines, donc petite difficulté. Mon fiancé est venu à la rescousse. Je suis sûr que je vais mal le prononcer tout au long de la vidéo. On pense que le nom est une forme abrégée de Havaland, qui vient d'un ancien mot norrois Hava, signifiant eau. En finnois, cela s'appelle Avenanma, venant du mot Aven, qui signifie perche. Le nom latin pour cela est Ålandia, donc j'en conclurai que son nom signifie littéralement pays de l'eau, ce qui est approprié étant donné son statut d'île. Åland a en fait été colonisée pour la première fois par des personnes de la culture Kamen-Kéramique à la préhistoire. Ces personnes venèrent de la Finlande préhistorique vers 4000 avant Jésus-Christ. Des millénaires plus tard, d'autres, venus probablement de Scandinavie, arrivèrent de l'Ouest. Vers l'an 500, divers établissements d'origine suédoise furent fondés, et au XIIe siècle, le roi suédois Éric IX, également appelé Éric le Saint, serait arrivé et aurait occupé définitivement les îles. Au fil du temps, et à mesure que nous entrions dans le Moyen-Âge, l'influence occidentale n'a cessé de croître. Cela est visible dans les coutumes funéraires, avec des marques chrétiennes et l'apparition d'églises. Dès le XIIIe siècle, c'est précisément à cette époque que les îles furent pleinement intégrées à l'Empire suédois. À cette époque, la Suède contrôlait son territoire actuel ainsi que presque toute la Finlande. Åland n'était pas un ensemble d'îles supplémentaires, à la frontière est de la Suède comme aujourd'hui. Elle se trouvait exactement au centre de leur vaste royaume. Cette carte nous montre la charte de la route de l'Est entre Stockholm et Turku, avec l'archipel d'Åland se trouvant précisément en son centre. À des fins administratives, elles furent rattachées au diocèse de Turku en Finlande, et l'évêque, nommé par le roi de Suède, en avait la gouvernance. Il s'agissait en fait d'un natif des îles, Ragnvald II. Au cours du Moyen-Âge, Åland devint très prospère, la mer Baltique étant le théâtre de routes commerciales importantes. La Ligue hanséatique en est un exemple. Et l'une de ces routes traversait directement la mer d'Åland, s'étendant de Roslagen en Suède, près de Stockholm, et passant par le sud-ouest de la Finlande. Il faisait probablement partie de vastes réseaux commerciaux, à tel point que même des pièces arabes ont été retrouvées sur les îles. Le château de Kastelholm a également été construit au XIVe siècle, et a conféré à Åland une importance militaire, en lien avec les forces armées stationnées à Turku. Mais quelques centaines d'années plus tard, son statut a changé, étant incorporé à un duché que le roi suédois Gustav Vasa a donné à son fils, le duc Johan. En fait, une anecdote intéressante concernant cette période est que ce même duc a ensuite retenu prisonnier son frère, le roi Éric XIV et sa femme au château de Kastelholm. Et en 1665, un certain nombre de procès de sorcières ont également eu lieu au château, avec plus de 20 femmes accusées de sorcellerie puis brûlées. Au fil des siècles d'existence sous la domination suédoise, de nombreux Suédois ont migré vers les îles, et sa population ainsi que son importance ont augmenté. Mais pas assez pour lui donner une autonomie totale, pas encore. En 1634, une réforme de l'organisation territoriale de la Suède a restructuré la Finlande, et Åland a été fusionné avec la Finlande propre au sein d'un gouvernorat. Et tout allait bien pendant un certain temps. Mais ensuite, les ennuis ont commencé lorsque la Grande Guerre du Nord a éclaté entre les empires de Suède et de Russie. La Finlande et les îles Åland se sont retrouvées prises entre deux feux, étant plus proches de la ligne de front. La bataille de Grangam en est l'un des meilleurs exemples. Elle eut lieu en 1720 et vit la marine suédoise affronter les Russes impériaux.
Cette bataille fut en réalité un exploit impressionnant. Elle est représentée dans cette peinture de Ferdinand Victor Péroux. Bien que les Suédois n'aient pas remporté une victoire totale, ils ont réussi à tenir bon malgré un désavantage numérique important. Ils disposaient d'un vaisseau de ligne, de 4 frégates et de 3 galères, avec seulement environ 1 millier de marins, tandis que la Russie avait 61 galères et 11 000 hommes. Beaucoup disent que ce fut la dernière bataille importante de la guerre du Nord, du moins en mer, ce qui montre aussi l'importance de la localisation des îles, à tel point que les Russes sont venus les occuper entre 1714 et 1721. Et bien que la Suède ait été terriblement vaincue dans cette guerre et ait perdu beaucoup de territoires à la fin, elle a pu conserver la Hollande et la Finlande encore un peu, mais pas pour longtemps. Pendant les guerres napoléoniennes, la guerre de Finlande a de nouveau eu lieu entre la Suède et la Russie. Les Russes ont occupé Hollande, une fois de plus en 1808, utilisant leur attaque précisément comme un moyen de couper les communications entre la Suède continentale et la Finlande, contrôlée par la Suède. Étonnamment, bien que la Suède n'ait pas pu défendre l'île, les insulaires eux-mêmes se sont soulevés contre l'occupation russe. Une armée de paysans et de pêcheurs, dirigée par un shérif local, Erik Otten, et un pasteur, Johan Henrik Gumerus, a réussi à remporter la victoire contre les forces russes. Peut-être était-il en colère après l'humiliation ou conscient de l'importance stratégique de l'archipel. Les Russes sont revenus avec une force de plus de 10 000 soldats. Ils ont pris les îles et ont finalement remporté la guerre de Finlande. En conséquence, la Suède a perdu le contrôle des îles, ainsi que de toute la Finlande, qui a été transformée en Grand-Duché de Finlande au sein de l'Empire russe. Ainsi, en 1809, Hollande n'était plus suédoise, même si sa population restait suédoise sous la domination russe. L'archipel a traversé toutes sortes d'épreuves. Ils ont construit une nouvelle forteresse appelée Bomarsund, et ont même été envahis par les Britanniques et les Français pendant la guerre de Crimée. Ces deux grands tableaux nous racontent l'histoire de ces conflits entre les forces britanniques et russes. En 1854, imaginez vivre là-bas, à cette époque. Vous êtes juste un Suédois vivant sur votre île. Soudain vous devenez Finlandais, puis Russe, et ensuite Britannique et Français. Des troupes arrivent chez vous, envahissent votre ville. Tout ça parce que vos dirigeants actuels se battent pour conquérir une péninsule à des milliers de kilomètres d'ici. Malgré sa folie, Toka, ce conflit, qui a fini par être appelé la guerre des Hollandes, reste pertinent pour la vie sur les îles aujourd'hui. C'est lors du traité de Paris, qui a mis fin à la guerre de Crimée, qu'il a été décidé qu'il serait interdit à quiconque de construire des fortifications sur l'île, et que toutes les anciennes forteresses seraient détruites. Cela a été violé à maintes reprises au cours des siècles suivants, mais c'est toujours pertinent aujourd'hui. Pendant leur appartenance au duché de Finlande, l'importance des îles attirait l'attention directe de la Russie. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, cette attention s'est détournée vers le front avec l'Allemagne, ainsi que vers leur propre conflit interne qui a suivi. En 1917, la Finlande a déclaré son indépendance et a envoyé des troupes pour prendre le contrôle d'Hollande. Mais voir les Finlandais devenir indépendants a réveillé le patriotisme des Suédois d'Hollande. Un référendum a été organisé, et 95% des habitants de l'île ont voté pour rejoindre à nouveau la Suède. Cela a été suivi par l'arrivée de soldats suédois, qui sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. À la conférence de paix de Paris, la Suède a réclamé la restitution des îles, mais les puissances de l'entente ont refusé, affirmant qu'elle devait rester finlandaise. Il est difficile de comprendre pourquoi l'entente était tellement opposée à rendre les îles qu'à la Suède. Surtout lorsqu'il voulait tant modifier les frontières selon la volonté des habitants. Mais la Suède était neutre pendant la guerre, et n'avait donc pas beaucoup d'influence lors de la conférence de paix. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas pu le faire au final. La Société des Nations a organisé une réunion à ce sujet. Et la Suède a accepté que les îles restent une partie de la Finlande, mais en tant que région autonome, la Finlande s'engageant à respecter leur identité locale, la langue et la culture suédoise, et à garantir que les îles restent neutres et démilitarisées. La Finlande elle-même est un pays bilingue. Le suédois et le finnois ont le même statut constitutionnel, donc ce n'était pas une grande concession. Durant la Seconde Guerre mondiale, les îles ont été largement épargnées. La Finlande a été envahie par les soviétiques durant la guerre d'hiver. Au lieu de reprendre les îles, la Suède a préféré soutenir la Finlande en envoyant aide et volontaires. Ils avaient un plan d'urgence pour contrôler les îles si la Finlande tombait aux soviétiques, mais cela n'est pas arrivé.
En raison de leur statut autonome, la marine marchande d'Hollande pouvait se déplacer librement dans la mer Baltique, ce qui était rare à l'époque. On dit qu'ils ont assuré des services de transport maritime pour les deux camps du conflit. Après la guerre, les îles sont restées finlandaises, et il semble que l'identité suédoise se soit estompée avec le temps. Dans un sondage plus récent, jusqu'à 70% des habitants ont déclaré vouloir rester autonomes au sein de la Finlande. Peut-être qu'ils ont compris les avantages de cette autonomie. Ils peuvent légiférer eux-mêmes sur pratiquement tout, de l'éducation à la santé, tant que cela ne contredit pas la constitution finlandaise. En 1997, après que la Finlande a voté pour rejoindre l'Union européenne, avec 56% de voix favorables, ils ont organisé leur propre référendum séparé, qui a obtenu plus de 70% de soutien. Aujourd'hui, ils restent autonomes en tant que partie de la Finlande, avec 16 municipalités, ce qui nous offre l'une des plus belles collections de blasons que j'ai jamais vues. La plupart d'entre elles n'ont que quelques centaines d'habitants. Et c'est pourquoi cet ensemble d'îles reste finlandais aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait appartenu à la Suède pendant une grande partie de son histoire, malgré le fait qu'il soit peuplé principalement de Suédois qui parlent suédois et arborent un drapeau suédois. Et c'est aussi cette histoire unique qui explique leur statut tout aussi unique aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour voir les prochaines. Et à bientôt pour plus de culture générale. La Coupe de la Lune aujourd'hui est à nouveau une édition hivernale. Vous n'avez aucune idée de la luminosité qu'il y a dehors. C'est la deuxième vidéo d'affilée où cela arrive. Je dois baisser le store. Il y a un bâtiment très blanc en face du mien. Et il reflète tellement la lumière que je ne peux vraiment rien voir.